Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui deux invités. D'abord, Philippe Olivier, qui est conseiller spécial du ministre des Finances. Avec lui, on va parler de financement de projets, entre autres. Il est donc accompagné de Jean Adrien, qui est ingénieur électrique. On va parler de l'énergie en général dans le pays, mais particulièrement on parlera de l'électricité. Sans tarder, on enchaîne avec M. Olivier. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. C'est un plaisir d'être votre invité ce matin, Wendell. Vous êtes à ma disposition. Je suis à ta disposition pour répondre à toutes les questions que tu voudras bien me poser sur ce sujet-là. D'accord. Jean-Adrien, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Télémétropole. Petite parenthèse à ouvrir et à fermer rapidement. Monsieur Olivier, vous êtes haïtien, français, haïtien Bon. Je suis franco-haïtien. C'est-à-dire j'ai bénéficié... Donc vous avez la double nationalité? J'ai la double nationalité, oui. L'amendement de la Constitution de 1987, de 2011, a autorisé la double nationalité. Donc, depuis quand vous êtes haïtien? Je suis haïtien par naturalisation depuis août 2015. Après avoir déposé un dossier... Un an et quelques mois. Un an et quelques mois, oui. Et voilà. Et cela après avoir déposé une demande qui a pris 5 ans, puisque c'est le délai légal, de séjour dans le pays pour pouvoir obtenir la nationalité haïtienne. Vous avez épousé une haïtienne? Non, je n'ai pas épousé d'haïtienne. J'ai moi-même voulu devenir haïtien. Pourquoi? J'aime ce pays. Aussi simple que ça? Pas aussi simple que ça. J'ai une histoire personnelle avec ce pays ancienne, puisque je venais dans ce pays lorsque j'étais enfant, à la fin des années 60 et début des années 70, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, étant donné qu'une partie de ma famille était en Guadeloupe, et que ma mère et ma tante obtenaient chaque année de venir passer quelques jours de vacances dans la perle des Antilles. Donc, étant enfant, je venais ici voilà, pour y passer des vacances. D'alors. Et puis, le hasard a voulu que je revienne en Haïti après le tremblement de terre en 2010. J'ai été complètement choqué par ce que j'ai vu. Et je me trouvais à une période de ma vie où j'étais en train de réfléchir à mes orientations futures. J'ai été banquier d'affaires toute ma vie, je le suis encore, mais différemment aujourd'hui. Un banquier d'affaires, un investment banker, comme disent les Américains, ça passe sa vie à enrichir des gens qui sont déjà riches. Ah ouais? Et à un moment donné, j'en ai eu assez, je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre mes compétences... De penser à ceux qui n'en ont pas? À ceux qui n'en ont pas et au service de ceux qui n'en ont pas. Et voir comment... Haïti étant venu sur ma route, je me suis dit, c'est le destin qui me tend la main. Et surtout voir comment on peut les aider à s'enrichir ou encore à tout simplement devenir riches. Je suis venu ici essentiellement dans l'intention de contribuer à l'augmentation du PIB per capita, c'est-à-dire l'enrichissement du peuple. C'est ce qu'on va avoir dans un instant avec vous, mais juste avant de fermer la parenthèse, et vous avez choisi de devenir haïtien alors que des Haïtiens cherchent eux-mêmes à laisser leur pays pour aller ailleurs. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Ce n'est pas vraiment un paradoxe. Je pense que le fait que certaines personnes, et je ne suis pas le seul, aient choisi de devenir haïtiens, signale aux Haïtiens eux-mêmes qu'ils ont un pays magnifique avec des tas de potentiel et que des étrangers, ce que j'étais jusqu'à le jour où je suis devenu haïtien, s'intéressent à ce pays et pensent qu'il y a des choses à faire dans ce pays et qu'on peut le faire progresser, le placer sur la carte mondiale, etc. Ce n'est pas des opportunités qui s'offrent à des étrangers plutôt qu'à des Haïtiens? C'est une possibilité, mais je pense que ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'Haïtiens qui trouvent des opportunités considérables en allant s'expatrier dans d'autres pays. Et bon, c'est bien qu'il y ait un courant. Vous connaissez beaucoup, également. À part Martin Booth, qui était belge, qui est belge, oui, belge et haïtien, qui a la nationalité haïtienne, vous connaissez beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'étrangers, qui cherchent à obtenir la nationalité haïtienne? Il n'y a pas énormément de demandes. Je suivais mon dossier pendant ces années et j'ai constaté que les demandes, selon les années, étaient de l'ordre de 50 à une cinquantaine de demandes par an. Toutes nationalités confondues? Toutes nationalités confondues. Au niveau de l'Europe, l'année où j'ai fait l'application, il n'y a que Martin et moi qui l'avons faite, donc on était 2 Européens.
il y a pas mal d'autres nationalités, en particulier des gens du Middle East, c'est-à-dire des Syriens, des Libanais. Vous vous sentez dans la peau de l'haïtien aujourd'hui Ça prend du temps. Parce que je ne suis pas natal haïtien, d'accord. Donc il va falloir que je fasse mes homework pendant quelques années pour petit à petit. Mais je commence à ressentir déjà beaucoup d'intérêt. Et comment est votre créole? Mon créole est improving, c'est-à-dire que je comprends bien le créole. Amélioré. Je comprends bien le créole parce que j'ai travaillé dans le gouvernement depuis plus de 5 ans et que donc beaucoup des réunions se passent en créole. Donc je pense le comprendre à 98% à peu près. Alors on ferme la parenthèse oui, fermons-la. C'est trop personnel. Non, il était question de permettre au public de métropole de savoir à qui il a affaire ce matin, qui Wendell reçoit aujourd'hui. D'accord. Alors dites-nous, vous avez passé tout le plus clair de votre temps, Monsieur Olivier, à enrichir ou encore à contribuer à l'enrichissement de ceux-là qui étaient déjà riches. Et vous avez pris finalement la décision de venir aider ceux qui ne sont pas riches à devenir riches. À progresser en tout cas. À progresser. J'aurais bien aimé que vous commenciez par moi-même. Ah. Écoutez, je pense avoir les compétences, avoir toutes les compétences pour vous aider dans cette voie. Mais voilà, donc... Alors, si on prend la chose sur le plan macro, par exemple, et là, on ne va pas parler de gens que vous entendez aider à devenir riches. Le pays. Nous avons la réputation d'être un pays pauvre. La réputation. Ceci reste à vérifier. Est-ce que nous sommes pauvres ou non? Bon, ça dépend des critères. Évidemment, si on prend le critère, par exemple, du revenu par tête, évidemment, nous sommes un pays pauvre, nous sommes même le plus pauvre actuellement au niveau des Amériques, parce que nous sommes en dessous du seuil considéré comme le seuil nécessaire pour rentrer dans la catégorie des pays en voie de développement. Nous sommes un PMA, pays moins avancé. D'accord. Maintenant, si on prend d'autres critères, comme par exemple le potentiel humain, le potentiel culturel, le potentiel touristique, le potentiel industriel, les richesses qui sont dans ce pays, et le potentiel financier, je terminerai puisque c'est mon domaine, nous sommes momentanément un pays pauvre. Nous sommes un pays qui a la possibilité, dans les années qui viennent, d'atteindre un certain nombre d'objectifs qui s'est fixé à l'horizon de 2030. C'est une chose possible. Il y a des contraintes, il y a des handicaps, mais il y a aussi des ressources qui peuvent permettre d'y arriver. Donc moi, je suis plein d'espoir pour Haïti. Tous les secteurs réunis, bientôt, on pourra cesser de parler d'Haïti comme pays pauvre. Je pense que oui. Et c'est possible, les possibilités, les opportunités existent. Absolument. Maintenant, parlons de ce que vous appelez la financiarisation de l'économie haïtienne. Voilà. Elle est comment? Alors, effectivement, je voulais repositionner Haïti, parce que Haïti n'est pas ce pays, notre pays, n'est pas seul au monde. D'accord? Alors, pas trop de nombrilisme. Il faut que nous nous resituons par rapport à ce qui notre environnement mondial. Et dans le domaine de la finance, c'est ce que je voulais expliquer ce matin. Alors je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de jargon technique, donc je vais essayer de le faire d'une manière que tout le monde puisse comprendre. Si jamais il y a ambiguïté, si jamais il y a des nuages, je vous demanderai d'apporter de l'éclairage ou encore de baisser le niveau. D'accord, très bien. Alors, je ne vais pas être très long, mais je vais aller aux faits les plus importants. Aux alentours des années 70, début des années 70, on a voulu mettre un terme à un problème qui était l'inflation, qui était à ce moment-là assez galopante dans beaucoup d'économies mondiales, surtout dans les pays occidentaux, évidemment. Et pourquoi? Parce que jusqu'à cette époque, c'était les banques centrales qui créaient de la monnaie, et chaque fois que les États avaient besoin de financer, ils demandaient à leurs banquiers centraux de créer de la monnaie. Les banquiers centraux donnaient la monnaie à l'État, l'État injectait la monnaie dans l'économie, faisait ce qu'ils avaient à faire, et tout fonctionnait très bien, sauf que, quand on abusait de ce système, on créait de l'inflation. De l'inflation, oui. Et c'était considéré à l'époque comme un problème capital. Mais est-ce que le problème est résolu? Alors le problème, on a voulu le résoudre d'une manière qui a créé un problème encore plus grand. C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. À cette époque-là, on a décidé que cette affaire-là, on devait l'arrêter. Donc, la Banque des règlements internationaux, qui se trouve à Bâle, qui est peu connue, qui s'appelle la BRI, c'est la banque centrale de toutes les banques centrales. D'accord? Donc c'est le grand chef. Bon. Oui. Alors ce grand chef a décidé que c'était fini. Donc les grandes économies ont pris des lois. En France, par exemple, ça a été en 1973, au terme desquelles les banquiers centraux n'avaient plus le droit d'émettre de l'argent aux États. Uniquement, ils conservaient le droit d'émettre de la monnaie
fiduciaires, c'est-à-dire des billets ou des pièces, donc des choses tangibles. Et on a donné ce droit, c'est-à-dire de créer la création monétaire, c'est-à-dire créer de la monnaie, au fond, créer de la valeur monétaire, on l'a donné aux banques privées. Comment ? Aujourd'hui, il faut le savoir, les banques privées sont dans une situation où elles peuvent, on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, créer de la monnaie chaque fois qu'elles vous accordent un crédit. Alors j'explique. Quand vous allez voir votre banquier pour lui demander de l'argent, parce que vous avez le projet d'acheter une maison, une voiture, n'importe quoi, vous pensez que votre banquier vous prête de l'argent qu'il a déjà. Que cet argent, il l'a dans sa banque parce que ça correspond au dépôt qu'on a mis dans sa banque et que c'est donc l'épargne de tout le monde qu'il est en train de prêter, prendre de certains pour prêter à d'autres. On est tous d'accord. Ça a été le cas pendant un certain temps, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la couverture fractionnaire. C'est-à-dire qu'il a une fraction, c'est-à-dire un bout, une petite partie de la monnaie qu'il va créer. Il n'a pas la totalité. D'accord ? Donc évidemment, les banques sont assujetties par les banques centrales à un certain nombre de règlements. Elles doivent avoir des réserves obligatoires, on en entend parler, pour justement couvrir ces risques, etc. Mais cette partie, c'est la peau de chagrin. Elle s'est réduite, et aujourd'hui, dans certains cas, les banques peuvent même créer de la monnaie à partir de rien. C'est-à-dire, elles ont un bilan. C'est ça la magie de la finance. Tout le monde sait ce que c'est un bilan, c'est-à-dire c'est un rapport qu'on fait en fin d'année pour expliquer comment fonctionnait la banque. Alors elle a un actif, c'est-à-dire ce qui lui appartient, et elle a un passif. Quand elle vous donne 10 000 $, elle inscrit à son actif 10 000 $, puisque vous lui devez 10 000 $, donc ça lui appartient. Et à son passif 10 000 $ parce qu'elle l'a donné sur votre compte de dépôt. Et puis tout va bien. Elle a un bilan équilibré, et puis c'est tout. Donc, on s'est lancé dans cette voie qui consiste à créer de la monnaie. On s'est mis à en créer tellement, qu'on est arrivé à une situation, 30 ans ou 40 ans après, aux alentours de 2007, où, et c'est là où je veux en venir, on a créé tellement de monnaie de cette manière-là, pour financer le développement économique, qu'on a finalement moins financé, et c'est ça le problème, on a moins financé l'économie réelle, c'est-à-dire en prêtant de l'argent aux entreprises, qu'on a financé une bulle spéculative, parce qu'on gagnait plus d'argent par la spéculation, c'est-à-dire en achetant des titres et en les revendant, qui montaient sans arrêt, que mettre son argent à risque dans des entreprises qui créent de la valeur, parce que, au fond, basiquement, la seule valeur que l'on peut créer, c'est à partir du travail des hommes. Mais on s'est distancé de cet univers-là, ce qu'on appelle l'économie réelle, et puis on a créé une économie virtuelle financière qui a fini par exploser en 2007-2008, et à cette époque-là, la BRI, la Banque des règlements internationaux, avait établi que l'économie réelle, le PIB, au niveau du PIB mondial, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la richesse créée par l'ensemble de la planète. Vous aviez 60 téradollars qui étaient créés par l'économie réelle, et de l'autre côté, par l'économie purement virtuelle et financière, vous aviez 12 fois plus. Donc, c'est ce paysage dans lequel nous évoluons. Parce que, certes, il y a eu l'explosion qu'on a connue à l'époque, mais cette explosion, elle a été épongée par tous les gouvernements parce qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas renflouer les banques. Donc, grosso modo, c'est avec l'argent des contribuables qu'on a renfloué les banques, il faut bien le dire. Et elles sont reparties parce qu'on a besoin de ce système. Et pourquoi on a besoin de ce système ? Parce que la croissance, ce fameux mot dont tout le monde parle, il faut avoir de la croissance, il faut avoir de la croissance. Eh bien, aujourd'hui, elle est en moyenne, disons, d'environ 1,5 point, 2 points au niveau planétaire, tirée par les économies qui ont besoin de consommation parce qu'elles se développent beaucoup, comme la Chine, le Brésil, etc. Mais cette croissance-là, elle est 12 fois plus financée par la bulle financière que par la création de valeurs réelles. Mais je voulais vous arrêter un instant. Tantôt, vous parlez justement de l'économie réelle et de l'économie virtuelle. L'économie financière, financiarisée, disons. Oh, financiarisée, ok. Sur laquelle de ces deux monnaies peut-on véritablement se rabattre si l'on aspire au développement ? Alors, c'est une excellente question, je vous remercie de me la poser parce que c'est le point où je voulais me rendre et je veux que tout le monde le comprenne. Aujourd'hui, si on consacre tous les efforts à l'intérieur de ce pays à développer uniquement l'économie réelle, eh bien, on ne s'intéresse qu'à 1/12 du potentiel que nous pourrions avoir en matière de développement. D'accord ? C'est-à-dire créer de la valeur tangible, je ne sais pas, produire des mangues, du café, le vendre à l'exportation, tout ce que vous voudrez, même si on est extrêmement performant dans ce domaine. Nous sommes encore dans le domaine du réel ?
Là, on est dans le domaine du réel. On produit des vraies marchandises avec du travail humain. On produit, par exemple, dans l'industrie aussi, on peut produire, je ne sais pas, du savon, ce que nous achetons à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, bien entendu. Mais il faut aussi prendre conscience que même si nous réussissons à 1000% dans cette voie, nous passons à côté de 11 fois plus de potentialités qui existent dans l'économie financière. Alors, l'économie financière, je ne suis pas en train d'en faire l'apologie, c'est-à-dire en train de dire c'est ce qu'il y a de mieux. Pas du tout. C'est même un danger énorme. Mais c'est pas pire. Si, c'est pire. C'est pire, parce que la vraie valeur se crée par les hommes, dans l'économie réelle. Okay. Mais malheureusement, nous sommes obligés de vivre avec ce pire parce que c'est le fait de la planète. D'accord ? Et c'est le fait de la planète d'être obligé de continuer de faire de la croissance. Et pour faire de la croissance, que font les gouvernements ? Les grands, c'est-à-dire le G20. Pour créer de la croissance, ils créent de la dette. C'est concerté, parce que c'est la seule façon de faire avancer l'économie mondiale et de créer de la croissance. Et qui c'est qu'ils endettent ? Ils endettent les ménages, parce que pour que les ménages puissent acheter, comme les salaires ne montent pas, parce qu'on dit les salaires, faire monter les salaires, ce n'est pas vertueux, puisque les industriels, les jeunes qui ont des salariés n'aiment pas qu'on monte les salaires. Ils prétendent qu'à ce moment-là, ils n'auront pas les moyens de faire du développement parce qu'ils n'auront pas de cash flow et de fonds propres suffisants, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'à ce moment-là, on va créer de la dette. Et non seulement on va créer de la dette, on crée de la dette pour que des clients aient les moyens de vous acheter, pour créer de la croissance. Non seulement au niveau privé, mais il faut le dire aussi ici, aujourd'hui, au niveau des pays pauvres. Donc, les pays riches endettent depuis 30 ans, avec ce système, les pays pauvres, de la même manière. Maintenant, Dieu seul sait si les pays pauvres ne se sont pas surtout appauvris à travers la dette, ou encore les dettes. Absolument. Vous allez souffrir parce que là, vous et moi, nous sommes en train de faire un frustré en la personne de l'ingénieur Adrien. Ce n'est pas le cas. Oui, c'est exact. Je parle trop, je m'excuse. Ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il vient, il arrive dans mon domaine. Il vient vers vous. Tranquillement, il approche. Lentement, mais sûrement. De toute façon, on va observer la pause et au retour, on parlera de ce domaine qui est tellement précieux pour nous autres Haïtiens. Le domaine de l'énergie, on le sait, en fait, les efforts qu'on doit consentir pour avoir de l'énergie chez soi. Et vous êtes ingénieur électrique et vous aussi, vous êtes membre du cabinet du ministre des Finances, n'est-ce pas? C'est exact. Et pour les questions énergétiques, justement, quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Et puisque vous êtes en charge du suivi de ce secteur, le secteur électrique pour le gouvernement. On reviendra pour en parler, ingénieur Adrien, mais après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui, Philippe Olivier et Jean-Adrien. Merci de votre intérêt, merci de votre patience. On vous reviendra tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt aussi. Avec nous aujourd'hui, Philippe Olivier et Jean-Adrien. Et juste avant de parler de l'électricité, pas de l'électricité d'Haïti, mais de l'électricité avec l'ingénieur Jean-Adrien, je voudrais faire la liaison avec M. Olivier, avec cette question. Est-ce qu'il y a une stratégie aujourd'hui qui peut être considérée comme meilleure pour aider les pays pauvres à devenir riches? Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été définie ou encore qui peut être considérée comme meilleure? Oui, il y a de nombreux travaux qui ont été faits dans ce domaine, mais si on se réfère à mon domaine de compétences, c'est-à-dire si je me place par rapport à la finance internationale, il y a oui des stratégies qui peuvent être définies. La première, c'est, je vais en donner un exemple très concret. Nous avons dans ce pays énormément d'actifs dormants. Alors c'est quoi des actifs dormants? C'est des richesses qui ne sont pas exploitées, d'accord, et qui pourraient l'être en les valorisant à travers le monde financier international. Et quel est le lien pour les valoriser? C'est ce qu'on appelle la titrisation. Alors c'est un terme technique. Et la titrisation, c'est quoi? Alors la titrisation, quand vous créez un titre, c'est que vous créez une action. C'est-à-dire que vous avez la partie d'une entreprise, un petit bout d'une entreprise, et ça peut être vendu au public, et ça peut être vendu à des investisseurs dits institutionnels à travers la planète.
Prenons un exemple concret. Par exemple, si nous prenons ici l'ensemble des cours d'eau du pays. OK ? La Constitution de 1987 prévoit très clairement que les cours d'eau du pays appartiennent, avec les bassins versants, à l'État. Et ils ne sont pas cessibles. Donc, comme on ne peut pas les vendre, il n'est pas question de le faire. On ne va pas vendre le pays en morceaux. Par contre, on peut donner des concessions d'exploitation. D'accord ? Donc, si l'État prend cet actif qui dort, cette richesse qui dort, elle la transforme dans un titre, une action. D'accord ? Et cette action, on peut calculer sa valeur au moment de son émission sur un marché, où les gens vont l'acheter et la vendre. D'accord ? Et ça va rapporter des sous à l'État. Et on peut la calculer parce qu'on a tous les éléments qui permettent d'évaluer et de projeter sur les années à venir quels seront les revenus liés à l'exploitation de ces cours d'eau pour faire de l'électricité, par exemple, au fil de l'eau. Donc là, on a un levier de type financier qui peut permettre de faire venir des capitaux à l'intérieur du pays. Donc, c'est possible à condition que nous changions nos perspectives et que nous comprenions quelles sont les attentes des investisseurs. C'est-à-dire que nous avons plutôt l'habitude ici de concevoir un projet et puis de chercher de l'argent pour le projet. Il faudrait commencer à penser différemment, à inverser le processus, c'est-à-dire à comprendre quels sont les types de projets et les prérequis nécessaires financièrement par les financeurs internationaux pour bâtir les projets de façon adéquate à leurs attentes. Voilà. Voilà. Eh bien, merci. Et on va vous revenir dans un instant. Parlons maintenant énergie, parlons électricité avec l'ingénieur Adrien. La situation en Haïti, y a-t-il de l'espoir aujourd'hui? Avant d'arriver à la situation d'Haïti, Wendell, je voudrais de façon plus générale parler de l'apport de l'énergie dans le développement économique dans un pays. Et par voie de conséquence... Surtout quand cette énergie est disponible, et quand elle est exploitée. Et par voie de conséquence pour le bien-être de la population qui, en dernier lieu, est l'élément central de tout ce processus. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? L'électricité, d'une façon globale, n'a pas une pénétration suffisante. Ça veut dire quoi? Il y a à peu près 27% de la population, 27% incluant les fraudeurs, qui ont accès à cette énergie électrique. Ce qui est nettement insuffisant pour arriver à avoir un développement humain, je dirais, par rapport à cette pénétration. Deuxième volet, il y a la qualité de cette énergie en termes de quantité et en termes d'efficience, je dirais, du flux électrique qui arrive. Il y a des variations et il y a même des désengagements. Il y a eu des gens qui sont sortis de l'alimentation du réseau à cause qu'ils voulaient s'auto-alimenter. Donc, le problème électrique, il y a beaucoup de paramètres à voir là-dedans. Il y a beaucoup d'intervenants. Il faut changer de paradigme parce qu'on ne peut pas centrer l'électricité sur l'EDH. L'EDH, c'est un organe. Il y a les producteurs qui aident l'EDH à rencontrer la charge, la demande. Il y a les consommateurs avec une conception il faut que cette conception, qu'ils savent qu'ils doivent payer pour l'électricité qu'ils consomment. Il y a pour parler d'un ami qui voit toujours les communautés, je parle des municipalités, comme partie prenante aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nouvelles dispositions légales qui ont été prises au début de cette année et qui, à la limite, enlèvent un certain monopole à l'EDH en termes d'électrification. Donc, le secteur est en marche. On ne va pas parler d'EDH, on parle du secteur électrique. Mais vous dites que le secteur est en marche. Le secteur est en marche parce qu'il y a en marche mal ou bien? Quand je dis en marche, c'est plutôt en mutation. En mutation, il y a un dialogue citoyen qui a été initié et dont Philippe a fait partie. C'est une équipe de gens qui se sont concertés pour définir les grandes lignes de ce que ça devrait être une politique énergétique.
parce qu'on parle d'électricité, mais il y a aussi d'autres éléments qui rentrent dans la politique énergétique. Et sur la base de cette analyse, de cette politique qui en sort, il devrait avoir des programmes d'électrification, il doit avoir des propositions du cadre légal. Mais j'entends souvent parler de ça, ingénieur. On parle souvent de politique énergétique en Haïti. C'est comme s'il n'y en a jamais eu. Il faut s'adapter. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu, au départ, il y avait des partenaires étrangers qui étaient à l'EDF, par exemple, qui étaient présents. Il y a eu Hydro-Québec qui était présent à un certain moment pour établir des plans de développement. C'est un plan quinquennal, par exemple, pour EDH. Et à partir du plan de développement, il y a des programmes spécifiques qui sont faits, des programmes d'équipement. Là, je parle de production. Il y a des programmes de réseau. Et actuellement, je peux vous dire qu'au niveau de l'EDH, il y a des efforts qui se font, si on parle strictement de l'EDH. Il y a des efforts qui se font au niveau du central de Péligre, la réhabilitation des 3 turbines. On a fini, une des turbines est déjà rénovée, les 2 autres vont être faites. Il y a aussi une tentative de récupération des gros clients qui étaient sortis du réseau et avec une ligne directe qui leur est dédiée, il y a une récupération de ces grands clients qui est en train d'être faite. Ça veut dire que l'énergie électrique sera bientôt disponible. Elle est disponible actuellement pour ces gros clients, par exemple, 24 heures sur 24. Et avec l'alimentation de Péligre, la mise en place, la réhabilitation des 2 turbines, c'est sûr qu'il va y avoir une amélioration au niveau de la desserte. Donc là, les perspectives sont plutôt réjouissantes. Il y a des perspectives parce qu'en même temps, l'effort se fait au niveau du partenariat public-privé, des PPP dont on parle souvent. C'est-à-dire actuellement, si l'on regarde la part d'énergie produite par ces partenaires privés dans la grille pour alimenter la grille, elle est énorme. Mais ça ne veut, vu l'importance des capitaux à investir dans ce secteur, c'est là que je fais le lien avec mon ami Philippe. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait d'autres stratégies de financement, qu'il y ait une autre vision de l'EDH. L'EDH qui devra évoluer en plusieurs organes avec des fonctions différentes. C'est-à-dire, au lieu d'être le seul partenaire, mais qu'il y ait d'autres, ça va être défini, ça va être des propositions qui vont être, je pense, soumises à l'ensemble. Un large débat devra se faire là-dessus. Vu l'importance de ce secteur, vu l'impact de ce secteur sur d'autres secteurs, donc il serait donc impérieux qu'il y ait une bonne harmonie entre les secteurs et l'EDH. C'est certain. Si on voit ce que c'est le développement d'un pays, le premier élément, le moteur du développement, c'est l'électricité. Okay. Et là, je parle de développement financier, de développement manufacturier, de tout ce mais aussi au niveau de la santé. Il y a des chaînes de froid à conserver, au niveau de la télémédecine, au niveau de l'éducation, au niveau des télécommunications. C'est-à-dire, l'électricité est un élément de base et un élément transversal pour toutes sortes de développement. On en rit même, mais quand l'électricité pénètre dans une zone, eh bien, je dirais, l'obscurité dans sa forme globale, pas seulement en termes de noirceur, diminue. Les gens ont une autre vision de collectif, je dirais, par rapport à la pénétration de l'électricité qui se fait. Maintenant, voyons avec notre ami Philippe Olivier les autres secteurs potentiels, en fait, ayant un fort potentiel, mais qui sont dormants. Alors, je peux en citer un, par exemple, je pense qu'il a un potentiel important, c'est le fait que ce pays a environ, d'après les chiffres dont je dispose, 73% de ces terres arables qui peuvent être classées en terres biologiques. Alors, si nous procédions à ce classement, ça requiert évidemment une loi au niveau du Parlement, et à ce moment-là, nous pourrions valoriser au niveau international ce potentiel.
Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Je vais citer l'Europe, par exemple, où des cosméticiens comme L'Oréal, comme LVMH, comme les gros cosméticiens, qui jusqu'à présent mettaient n'importe quel ingrédient non bio dans les produits de beauté et dans les shampoings et dans tout ce que nous utilisons de ces cosméticiens, vont avoir l'obligation, par une directive de la Communauté européenne, à partir de 2018, d'avoir une traçabilité de ces produits et que ces produits soient certifiés bio. Or, aujourd'hui, leurs fournisseurs ne sont pas des gens capables, du jour au lendemain, de transformer des terres qui ne sont pas bio en terres bio. Ils sont donc à la recherche, depuis pas mal d'années, de territoires qui sont immédiatement utilisables et prêts à investir pour pouvoir les acquérir et pour pouvoir, les exploiter dans le cadre de conventions et donc pouvoir alimenter leurs usines. Il y a des initiatives, il y a des réalisations déjà depuis plusieurs années, par exemple au Maroc, où on fait de l'huile d'argan. Bon, jusqu'à présent, elle n'était pas bio, maintenant elle a l'obligation de le devenir. Donc Haïti, avec 73% de terres qui sont bio, pourrait devenir un des leaders mondiaux bio. Et on pourrait même mettre en avant ce drapeau-là. Leader, vous avez dit leader. Oui, quand je dis leader, c'est-à-dire pourrait mettre en avant ce concept, c'est-à-dire un pays bio, entièrement bio, au point de vue de sa production de produits agricoles, etc., etc. Oui, vous voulez ajouter? Oui, j'ajouterais, toujours dans le volet électrique, quand on demandait c'est quoi les domaines d'intervention, c'est extrêmement important ce que dit Philippe. Et l'apport, il ne faut pas oublier non plus que pour le développement de l'agriculture, les pompes, toute l'irrigation, ça peut se faire et ça demande de l'énergie pour que ça atteigne un niveau d'excellence, un niveau d'efficacité. C'est ce que je voulais apporter. Voilà. Jusqu'à présent, puisque si nous parlons de l'électricité, nous nous référons à l'hydro. Ou encore aux centrales thermiques. Aux centrales thermiques. Et parlons de centrales thermiques, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette étude qui se fait actuellement au niveau de l'OPEP, par exemple. L'OPEP qui étudie la possibilité de réduire la production pétrolière. Maintenant, si la production pétrolière est réduite, ça va très certainement avoir de l'impact ou de l'influence sur les prix du carburant à la pompe. Presque toutes les centrales, ou encore on en a tellement en Haïti, à part la centrale de Pélig, il y a aussi une centrale, je crois, dans le sud-est qui est hydraulique. Quelle bonne perspective peut-on entrevoir avec la possibilité qu'il y ait donc cette réduction de la production de pétrole par l'OPEP? Premièrement, je dirais que 84% à peu près, ce sont les chiffres de l'énergie produite en Haïti, de l'énergie électrique, avec des centrales thermiques. C'est-à-dire, pour être plus clair, des centrales qui utilisent des combustibles comme le diesel ou le mazout, les combustibles fossiles. Maintenant, avec Pélig, je dis que ça va changer un peu parce que déjà, avec la réhabilitation d'un groupe, c'est en train de baisser. Les deux autres groupes, le ratio va changer. Maintenant, par rapport à ce qui se fait, les études qui se font, et quand Philippe parle de potentiel qui est là, il y a quand même un potentiel énorme dans la vallée de l'Artibonite. Il y a une centrale dont toutes les études sont déjà faites. Je parle d'une centrale qui devrait s'appeler, qui est en amont de Pélig, qui s'appelle Artibonite 4C. Il y a aussi une valorisation qui peut se faire au niveau de la vallée de l'Artibonite avec d'autres centrales au fil de l'eau où, selon les estimés, il y a un 300 MW disponible pour la vallée de l'Artibonite. Il y a des choix énergétiques à faire. J'ai parlé du développement du secteur, j'ai parlé de programme d'équipement. Quand on parle de programme d'équipement, on parle de choix de génération. Thermique, hydraulique, hydroélectrique, éolienne, il y a un potentiel éolien. Un potentiel éolien du côté, par exemple, du Nord-Est. Il y a un potentiel
solaire. Extrêmement, parce que l'ensoleillement, et il y a des méthodes, si on veut, pour garder, pour stocker cette énergie, permettant même, quand on n'aura pas de soleil, de récupérer et de pouvoir redistribuer cette énergie. Donc, encore une fois, il y a de l'espoir à ce secteur, parce que la titrisation dont parle Philippe permettrait de dégager ces grands capitaux dont on a besoin pour le développement du secteur énergétique, du secteur électrique, et en même temps, ce qui aura un impact sur ce que Philippe appelle le côté réel, la finance réelle, qui n'est pas la finance, qui n'est pas l'aspect strictement financier de création de fonds. Donc, c'est là où le lien se fait. Pour le développement du secteur, il faut beaucoup de capitaux, et ces capitaux, on peut les avoir au niveau des titrisations, et c'est ça le lien entre l'économie et la technique de je voulais parler. L'énergie étant, si elle est disponible, si l'électricité est disponible, on peut sans hésiter penser à la croissance, on peut sans hésiter penser au développement. Absolument. Écoutez, Jean a dit tout à l'heure que l'énergie était fondamentale dans le développement, évidemment, d'une économie. Il y a d'autres critères qui sont à prendre en jeu, pas énormément, mais enfin, le tout premier d'entre eux, c'est la sécurité foncière. Nous avons beaucoup de travail dans ce domaine, malheureusement, dans ce pays. J'en parle d'un point de vue financier, parce que si vous n'avez pas de sécurité foncière, vous n'avez pas de collatéraux, vous n'avez pas de système financier capable de prêter de l'argent. D'ailleurs, ici, notre système financier, qui est un système de type commercial, est un système qui opère en vase clos et qui ne fonctionne pas en créant beaucoup de monnaie. Notre économie fonctionne sur la création de monnaie fiduciaire par la Banque centrale et sur la dollarisation rampante qui progresse énormément, qui est une exception par rapport à la plupart des autres pays du monde. Voilà. Alors, une fois qu'on a cet aspect-là, qu'on a travaillé cet aspect-là, et ce n'est pas nécessaire de se dire on va régler le cadastre en 2 temps, 3 mouvements, mais on peut choisir des zones et sécuriser ces zones pour avoir des socles financiers pour pouvoir évoluer. Voilà. Alors, je peux citer un exemple pour être théorique purement. Prenons la ville de Delma. L'ensemble des terrains qui sont sur la ville de Delma appartiennent à l'État. Aujourd'hui, les gens qui ont bâti sur ces terrains sont soit des fermiers de l'État, soit des occupants illégaux qui ont réussi à monter sur ces terrains et à les occuper. Très bien. Quand ils souhaitent monétariser leurs actifs, ils vont voir une banque et ils leur disent « Pouvez-vous me prêter, je peux hypothéquer mon bien, mon bâtiment, etc. pour pouvoir faire autre chose, le faire grandir, peu importe. Ils ne peuvent pas. Tout simplement parce que les banques ne pourront pas hypothéquer un bâti qui se trouve sur un terrain qui n'appartient pas au propriétaire du bâti. Même s'il est fermier de l'État, c'est sujet à caution parce qu'il peut très bien arriver au bout de son fermage et puis il peut ne pas être renouvelé. Si aujourd'hui l'État prenait l'initiative de céder ces terrains, par une loi bien entendu, spécifique, parce que, soyons clairs, c'est pas demain la veille qu'on va passer un bulldozer sur Delma pour récupérer les terrains qui sont dessous. D'accord ? Donc dans tous les cas, ça va rester comme ça. Voilà encore un actif dormant. À ce moment-là, on injecterait tout un tas de monnaie dans l'économie parce que les banques pourraient faire des prêts aux propriétaires des bâtis, qui aujourd'hui n'ont aucune valeur. Donc voilà un exemple alors interne, pas international, qui pourrait être étudié, qui pourrait être légalisé par une approche au niveau évidemment d'un dépôt de loi au niveau du Parlement. Voilà un exemple concret. Si nous parlons encore de développement, nous pouvons à juste titre parler par exemple de ce domaine, du domaine énergétique comme étant un chantier qui mérite de l'investissement. Et je ne sais pas combien de bailleurs seraient donc intéressés à investir dans ce domaine. Est-ce que, par exemple, un nouveau gouvernement devrait, dans une perspective de faire avancer le pays, dans une perspective de croissance, est-ce qu'un nouveau gouvernement devrait penser encore à débloquer de l'argent pour l'EDH? Actuellement, il y a, et ceci depuis plusieurs années, il y a une subvention de l'État, je préfère parler d'État, à l'EDH, due au déficit annuel de l'EDH. Déficit qui est quand même la résultante de tout un contexte socio-politico-économique. Donc l'État contribue à combler ce déficit.
Sauf que les sommes énormes investies pour combler ce déficit auraient pu être utilisées à d'autres fins, à des constructions d'écoles, à des constructions de routes, d'hôpitaux, pour combler d'autres besoins de la population. Donc il y a un essai, il y a une demande de trouver des solutions pour que justement l'État se désengage au fur et à mesure que l'EDH soit autosuffisante ou que la production, ce secteur devienne autosuffisant. C'est-à-dire que les recettes couvrent les frais de fonctionnement, quitte à ce qu'il y ait d'autres politiques d'investissement dans un second temps où cette structure pourrait s'autofinancer, même en termes d'investissement. Okay. Mais il faut qu'ils arrivent au moins à pouvoir équilibrer leurs charges. Oui. Moi, je pense que les bailleurs de fonds devraient nous aider à investir dans les prochaines 2 ou 3 années, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, soyons réalistes, investir dans la mutation de l'EDH vers une nouvelle organisation. Okay, parce que ça va coûter de l'argent. Oui. Indubitablement. Une mutation de ce type, ça coûte de l'argent. Donc on en a dessiné les grands contours. Il y a des potentiels au niveau technologique, parce qu'aujourd'hui, dans les domaines, on a fait de grands progrès dans le domaine, par exemple, des compteurs intelligents, de ce genre de choses, etc. Donc la technologie peut nous accompagner dans ces mutations. Il y a des potentiels au niveau juridique, puisqu'on dispose d'outils tels que, par exemple, les partenariats publics-privés pour créer des unités qui soient considérées un peu comme des centres de profit. Bon, il n'est pas, par exemple, absolument indispensable que la distribution de l'électricité soit uniquement le monopole des EDH. Ça a été évoqué tout à l'heure. On peut imaginer, d'ailleurs c'est déjà le cas, à certains endroits, où la distribution, la facturation, le recouvrement, le service local, etc., sont faits au niveau donc, des localités, et ça donne des résultats qui sont de très bons résultats, parce que le taux de recouvrement dans ces cas-là est voisin de 98, voire 99%. Moi, je peux citer des cas, par exemple, la ville de Saint-Louis-du-Nord, ça fonctionne comme ça, et il y en a d'autres. Donc, plus on est proche des consommateurs, et plus on transforme les distributeurs en entrepreneurs, et plus on a la capacité de contrôler cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, le problème, à mon avis, d'EDH, c'est qu'on a évolué. Parce qu'EDH a été une très belle entreprise par le passé, équilibrée. Il ne faut surtout pas cracher sur EDH. Oui, mais EDH, c'est une entreprise magnifique. À ce moment-là, on était à 5-6 millions, peut-être 7 millions. Et certainement, mais EDH n'a pas évolué. Aujourd'hui, on est à 12-13 millions. Voilà, EDH n'a pas fait. Et pour les ménages, je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui. Quand je parle de ménages. Le nombre de ménages ? Oui. Ça, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Je ne sais pas. non plus. Bon. On ne pourrait pas avancer un chiffre qui serait faux. Donc, oui, il y a des possibilités de faire évoluer, parce que le problème que rencontre EDH aujourd'hui, c'est que comme on n'a pas eu cette évolution, comme on aurait dû la faire progressivement, aujourd'hui, il y a un amalgame qui est fait entre toutes les activités. Et aujourd'hui, en tant que financier, il est extrêmement difficile de trier tout ça. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent les pertes, véritablement, c'est dur de les analyser. On ne sait pas également d'où viennent véritablement les rentrées, où est-ce qu'il y a des efforts à faire, parce qu'on a un ensemble compact, et que si on commence à le diviser en lui donnant une certaine autonomie, on peut continuer de fonctionner en ayant un meilleur contrôle des coûts et des revenus. Et juste avant de terminer, je voudrais revenir sur quelques explications que vous avez fournies il y a quelques instants. C'est des choses que vous avez dites et qui devraient en quelque sorte retenir l'attention. Nous sommes aujourd'hui un pays encore pauvre, mais on peut ne plus l'être. Oui. Mais on n'a pas dit, en fait, si on prend la décision, par exemple, de mettre la main à la pâte immédiatement, dans combien de temps, par exemple, on ne le sera plus? Et qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce que, bon, vous n'avez pas une boule de cristal, vous n'avez pas, il n'y a pas de recette miracle pour sortir d'un revers de main de la pauvreté à la richesse, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler les secteurs porteurs ayant un fort potentiel et qui peuvent véritablement nous aider à sortir de l'état où nous sommes aujourd'hui? Oui, alors les secteurs porteurs, j'ai évoqué l'agriculture, j'ai évoqué l'énergie, tout le secteur de l'énergie, mais on n'a pas parlé du secteur minier, qui est
un peu ici particulier, parce qu'on n'a pas réussi à régler cette question-là depuis de nombreuses années. Or, il y a certainement du potentiel dans ce domaine à valider. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on a des milliards sous les pieds. Il faudrait encore faire les investissements nécessaires pour s'assurer de quoi on parle. Jusqu'à présent, ça n'a pas pu être fait. Il y a également énormément de potentiel en ressources halieutiques dans nos mers qui sont sous-exploitées, parce que ce sont les autres qui les exploitent à notre place. Il y a des possibilités dans notre espace aérien qu'aujourd'hui nous ne contrôlons pas. Et nous laissons 100 millions de revenus aux Dominicains, tout simplement parce qu'on n'a pas investi dans l'installation d'un radar secondaire pour que les avions puissent traverser notre espace aérien et qu'on puisse les facturer. Donc il y a de nombreuses possibilités. Mais À qui, par exemple, devrait-on imputer cette responsabilité? alors, À l'État haïtien ou aux décideurs, absence de vision Non, moi j'ai une opinion, mais c'est une opinion qui n'engage que moi, à la lumière de l'expérience que j'ai de ce pays depuis 5 ans, maintenant 5 ans et demi même, à travers différents gouvernements, puisque moi je suis intervenu évidemment comme un technicien. C'est la faute à personne en particulier et à tout le monde en général. Et je vais m'expliquer. Il n'y a pas de problème pour faire venir des investisseurs dans ce pays. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir. Il y en a eu beaucoup, il y en aura. Et il y a des investisseurs qui vont chercher de la valeur dans des pays tels que les nôtres. De toute façon, il y a même une classe d'actifs au niveau des fonds souverains internationaux, des grands fonds de pension, des investisseurs internationaux qui s'appelle l'impact investment et qui est destiné à ce type de problématique. Je recevais il n'y a pas tellement longtemps un investisseur indien qui m'a dit « Moi, je suis habitué à investir dans un environnement instable, politiquement instable, socialement instable, difficile, avec des déficits énergétiques, etc. Je n'ai pas de problème. » Le seul problème que nous avons, c'est un problème haïtiano-haïtien. C'est un problème de mentalité, c'est un problème de culture aujourd'hui. Le système que nous avons développé depuis des années, des décennies, a foisonné. D'accord ? C'est comme un jardin qui est devenu trop luxuriant. On a créé, mais on n'a jamais arrêté. On n'a jamais découpé, on n'a jamais taillé tout ça et on n'a jamais ordonné tout ça. Donc aujourd'hui, on a un État qui est extrêmement polymorphe et complexe, d'accord ? Et il constitue l'un des éléments majeurs qui freinent les capacités de développement de ce pays. Parce que la décision est diffuse, d'accord ? Et quand je parle de culture, c'est que c'est malheureusement un mal du pays. Beaucoup de décideurs n'ont pas le courage de prendre les décisions qu'ils devraient. Ils cherchent du consensus building, et ce consensus building se perd dans ces réseaux. Et finalement, quand nous sommes tous d'accord, les investisseurs sont déjà partis ailleurs parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Mais comment adresser ou encore comment résoudre ce problème? C'est vrai qu'avant de passer au studio, vous faisiez la comparaison entre l'Éthiopie et Haïti. Mais là, la question de mentalité peut-être peut se poser. Mais dites-nous, la réalité entre les deux pays n'est-elle pas différente? Oui, bien entendu. La réalité est différente, c'est ce que je souligne en expliquant les particularités du système haïtien. Les particularités du système haïtien, ce n'est pas tellement l'instabilité politique, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est plutôt une particularité liée à la complexité du système de décision et à la complexité des structures de l'État. Parce que nous sommes arrivés à un niveau de complexité trop élevé pour pouvoir délivrer, exécuter nos projets dans les délais compatibles avec les attentes des gros investisseurs. Je vais prendre un cas, parce que j'aime bien citer des cas concrets. Nous avons travaillé avec le ministre Bastien sur la réalisation d'une cimenterie au Gonaïves. Là encore, il s'agissait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, par exemple, du potentiel que nous avons en matière de minerais de grande qualité et en très grande quantité qui sont nécessaires pour faire du ciment. Donc nous avions intéressé, on a fait tout le parcours des investisseurs internationaux qui étaient venus autour d'un opérateur belge, un grand cimentier belge. On a porté ce dossier de A jusqu'à Z, tout a été négocié, tout a été ficelé, etc., etc. Malheureusement, à un moment donné, le système s'est grippé pour des questions administratives et on a attendu pendant beaucoup trop longtemps une ratification de cet accord par... le Parlement? Non, ce n'est pas le Parlement, c'était du contentieux administratif. La Cour supérieure des comptes. Par exemple, la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, mais également des agréments de certains autres organismes, etc. Moyennant quoi, quand on a été prêt, qu'on l'a enfin obtenu, eh bien, c'était trop tard. Pourquoi ? Parce que
le Belge avait réuni des investisseurs dans un tour de table conséquent. C'était presque 380 millions d'investissements. Ces investisseurs, chacun pris isolément, ils avaient accepté de venir en Haïti. Ils avaient fait une allocation de ressources pour certaines de 30-40 millions de dollars. Quand moi, je suis responsable d'un portfolio dans un grand fonds, mettons, il y en avait qui étaient luxembourgeois, ok ? Mon patron, le président de mon conseil d'administration, va me demander au bout de 6 mois, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ces 40 millions qu'on a mis d'allocation de ressources, pourquoi on n'investit pas? Il dit, on attend que les Haïtiens soient finalement réussi à boucler tout le dossier, etc. Et là, il me dit, non, ça, c'est pas comme ça qu'on va faire. Moi, j'ai mon année à faire. Je ne vais pas parquer 40 millions pendant 11 mois en attendant l'investissement soit prêt. On fera ça l'année prochaine. Donc, les 40 millions, on va les affecter à un autre projet ailleurs où ça va plus vite. Donc, je pense que je ne veux pas accabler personne. Je dis simplement que nous devons travailler sur la capacité d'exécuter les projets plus rapidement, avec plus de célérité et de compétences et de professionnalisme. C'est ça qui nous manque. Parce que nous avons... On traîne les pieds. Hein? On traîne trop les pieds. Le système est trop complexe. Et donc, on a du mal à évoluer à l'intérieur. Et les procédures de décision, même quand les décisions sont prises au plus haut niveau, le président de la République, je l'ai vu à plusieurs reprises, celui-ci ou ceux d'avant, il est là-haut au bateau, il met en avant tout, et puis il ne se passe rien au niveau des machines. Parce qu'entre-temps, tous les circuits sont tellement complexes que ça ne passe plus. Donc voilà ce que nous devons régler si nous voulons progresser. Et ça, c'est le problème, véritablement, à mes yeux, le plus important. Merci Philippe Olivier. Et puis je termine avec l'ingénieur Adrien, Jean Adrien. Alors, l'avenir pour l'électricité, l'avenir de l'EDH est plutôt certain avec ces mesures que vous annoncez ou encore ces dispositions qui sont prises? Je dirais que l'avenir du secteur électrique est prometteur. L'EDH, dans sa forme actuelle, en ce qui me concerne, ça c'est mon opinion, et basée quand même sur des travaux qui sont en train d'être faits, l'EDH devra évoluer vers peut-être plusieurs entités avec des fonctions distinctes. Une politique énergétique, par exemple, tiendra-t-elle compte des différentes possibilités dont on a parlé certainement, tantôt? On devra regarder l'ensemble, le potentiel qu'on a ici en termes d'énergie électrique, que ce soit l'hydro, l'éolienne, le solaire et même la biomasse dans un futur, le gaz liquéfié naturel. C'est toutes des pistes à explorer et qui, si on veut arriver à donner à cette population un service de base efficace et efficient. Alors, vous ne pouvez pas imaginer, messieurs, à quel point vous avez rendu service aujourd'hui en tentant de faire naître l'espoir chez les Haïtiens, en parlant de l'EDH qui pourra être bientôt disponible dans les foyers, en évoquant également la possibilité qu'Haïti, pays pauvre, dit-on, devienne bientôt pays riche. Merci, messieurs. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. C'était un plaisir. Il est partagé. Passez une bonne semaine, messieurs, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Adrien et Philippe Olivier étaient les invités de la rubrique Le Point de Métropole. Bonne semaine à chacun de vous, madame, monsieur, et à demain. Merci encore une fois, messieurs. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.